HCFR, le podcast autour du cinéma. Salut les amis, je suis Clément, bienvenue dans HCFR, le podcast cinéma. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné de mon acolyte Xavier. Salut Xavier, comment vas-tu ? Salut Clément, comment ça va ? Ben ça va super, écoute. Pour débattre avec nous sur cet épisode musical, nous avons le plaisir d'accueillir Shepard, musicien martien, chroniqueur sur le dailyMars.net. Salut Shepard, bienvenue dans le podcast cinéma d'HCFR. Comment vas-tu ? Salut et merci de m'accueillir. Eh ben écoute, merci d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait bien plaisir de te recevoir. Et ben voilà, c'est fait. Alors aujourd'hui, nous allons débattre autour des compositeurs actuels de bandes originales de films. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite partie actualité, de nouveautés sur ce podcast. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous êtes allés voir en ce mois de février au cinéma ? Et qu'est-ce qui vous a marqué ? Écoute, moi je suis allé voir le retour aux écrans ici qu'il y a eu en Amérique de Gravity. Donc remis avec une nouvelle affiche, nouvelle vente. Parce que bon, c'est un film qui vaut le coup, hein, donc 3D et tout, vraiment super. J'ai beaucoup aimé l'affiche qu'ils ont fait. Ils ont pris, tu sais, ce fameux plan où elle se balade sans la gravité, et puis après avec le décor, ça ferme un peu le nouveau-né en fœtus, quoi. Très très sympa, toujours un plaisir de revoir. Mais bon, pas une nouveauté bien sûr, hein. Là c'est plus un peu déçu ce mois-ci, donc le reboot de Robocop. Bon, ça je pense qu'on en parlera pour une autre émission, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Voilà, un peu déçu. Première partie du film très très sympa. J'aime beaucoup le fait en fait que le film traite plus l'homme qui devient la machine, et pas comme dans les autres Robocop, hein, les old school de Verhoeven, où c'est plus la machine qui veut redevenir un homme. Ça c'était sympa d'inverser, mais voilà, quand même une très très grosse déception sur le point de vue scénaristique et aussi tout la mise en scène. Le PG-13 qui tue le film, et ça je le voyais d'avance. Bref, et puis le film Lego, pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas bien rigolé au cinéma. Ouais. Très amusant, divertissant, complètement fou, hein. Commercial à fond, ça c'est sûr, hein, les placements de produits partout, c'est complètement dingue, mais ça reste quand même une expérience bien rigolote. Ouais, et puis il cartonne aux États-Unis apparemment, hein, puisque. C'est dingue ici, hein. Ouais, ça continue. Mais ouais, c'était sympa. Sympa. Je t'admets que le côté un peu. Je pouvais pas m'empêcher pendant tout le film de voir vraiment du placement de produits partout. Du point où on voit dessinés sur les petits Lego, on voit des petits iPads. Tu vois, ça va jusqu'à ce point-là. Mais bon, ça reste très sympa. Et puis c'est pas du placement de produits à la Superman où il y a le gros Walmart ou le Waffle House sur le côté qui devient pour moi, excuse-moi, mais c'est carrément un personnage dans le film, hein, tellement qu'il est placé devant l'écran. Bah, tu sais, on avait déjà parlé, moi c'était surtout le placement du Pepsi dans World War Z qui tout Jésus, hein, cela, ouais. Ouais. Et toi, Shepard, alors qu'est-ce que tu as vu d'intéressant ? Nous, on a eu tous les films à Oscar, ce mois-ci. Donc du côté des, alors pas vraiment des grosses déceptions parce que je m'attendais à pas grand-chose. Il y a eu American Bluff, American Hustle. American Hustle, ouais. Ouais. C'est un peu champion de toute catégorie du titre français idiot. Mais voilà, le film enfin c'est David O. Russell, quoi. C'est le mec qui aimerait bien être Scorsese à la place de Scorsese, mais qui a ni le talent ni les couilles. On le sent vraiment, hein. Ah ouais, non mais c'est horrible, hein. c'est atroce parce que quelque part le type, voilà, il essaye de filmer pareil, mais il y a pas de tension, il y a rien. C'est ça manque un peu, quoi. Il manque ce côté que Scorsese arrive. Tu sais ce que ça s'appelle ? Ça s'appelle un peu une âme dans le film, hein. Voilà. C'est exactement ça. Et puis il a pas de bol parce qu'en plus il tombe en même temps que le vrai Scorsese. Wolf of Wall Street. Donc c'est vraiment pas de chance, quoi. Ouais, c'est vrai. Là, du coup, on peut faire la comparaison entre les deux et on se rend compte que, ah oui, quand même, oui. Il y a un gouffre. Du côté aussi, bon, alors c'est plus une semi-déception qui a été Un été à Osage County, parce que au final c'est un film moyen tiré d'une pièce assez moyenne, mais en revanche joué par d'excellents acteurs. Donc limite ça limite la casse, on va dire. Mais c'est vrai que notamment Benedict Cumberbatch fait une prestation assez extraordinaire là-dedans.
très courte, mais c'est quelque chose qu'il avait jamais fait avant, le rôle d'un type qui a été rabaissé pendant toute son enfance, et il arrive à s'effacer complètement. C'est assez dingue de voir ce type-là, justement, qui a la carrière qu'il connaît, faire endosser un rôle pareil de cette manière. C'est vraiment non, chapeau le gars. Et puis dernièrement, on sent cette envie même dans 12 Years a Slave, hein. Vraiment 12 ans d'esclave. Ouais, c'est vrai, exact. Ouais, exact, ouais. Alors 12 Years a Slave aussi est un bon film, même si j'ai trouvé que c'était trop propre du début à la fin. De quelle façon tu veux dire? C'est-à-dire que j'ai tendance à le comparer à Papillon. Alors je sais, c'est pas du tout le même sujet, sauf que ça parle quand même de deux prisonniers. Ouais, c'est un peu le même type, ouais. Ouais, voilà. Et je trouve que les 12 ans passés en esclavage ne se voient absolument pas sur la tronche de... Comment il s'appelle cet acteur? J'arrive jamais à prononcer son nom. Chilford, machin, là. Et voilà, il a les cheveux blancs, quoi, c'est tout. Alors que quand on voit la tronche de Steve McQueen à la fin de Papillon, où il lui manque des dents, où c'est... Alors voilà, il y a ce côté, en même temps, je peux comprendre que quand on parle d'esclavage, on ait envie que comment dire, la dignité soit jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que le type reste digne, quoi qu'il arrive. Mais en même temps, c'est un peu too much. Moi, je trouve que Steve McQueen, le réalisateur, aurait dû, à un moment donné, être au plus près de son personnage, et vraiment que le mec se brise, quoi. Complètement. Voilà. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais du côté de l'énorme qualité du film, il y a le fait qu'il a traité l'esclavage autour de la terre, c'est-à-dire cette espèce d'endroit qui rend les gens fous. Que ce soit les esclaves comme les maîtres, c'est tous des dingues. Et ça c'est assez excellent, c'est cette espèce de malédiction à la Faulkner, quoi, où on sent que les blancs sont maudits et qu'ils ont beau essayer de s'en sortir, non, ils sont maudits pour des générations. Cette espèce de semblant d'opulence qu'ils essayent de garder alors qu'on voit bien qu'ils sont en train de boire la tasse. La scène avec Paul Giamatti où il vend ses esclaves, où on a l'impression que t'as le jugement dernier qui va débouler dans la seconde qui suit, où il sue, il transpire, il est nerveux, il est stressé. Enfin, on voit bien qu'il est pas bien, quoi. Donc ça c'est très bien vu, je trouve. Ouais, et puis le regard caméra, il y a pas mal en fait de plans de transition où on filme pendant quelques secondes, mais assez longues quand même, des paysages, cette transition là qui te du coup te coupe un peu le souffle pour savoir ce qui va se passer ensuite, quoi. C'était vraiment un excellent film. Moi je pense que aux Oscars je trouve que la fin arrive trop vite. Enfin, tu vois Brad Pitt qui déboule. Le Messie. Ouais. L'abolitionniste canadien qui déboule en plein milieu de la Louisiane, moi déjà j'ai du mal à y croire. Mais en plus abolitionniste à cette époque-là, bon, menuisier, quelque part il y a quelque chose qui cloche. Ah, on est après, un peu dans c'est l'histoire vraie, quoi, mais... Ça fait très Jésus-Christ, mal présenté, je trouve. Ouais, voilà, ouais. C'est le menuisier, tu vois, qui pense à équilibrer les hommes, que personne n'est plus haut, plus grand. On est vraiment dans le côté, pour moi, c'était le symbolisme du Christ, hein, qui vient sauver. Il vient justement prendre une décision, faire son jugement et sauver quelqu'un. Ouais, mais du coup, je trouve que le truc qui est raté, en revanche, c'est la conversation entre Brad Pitt et Michael Fassbender. Où c'est, comment dire, il reste à la surface de la chose, quoi. Ouais, c'est pas... C'est un peu dommage. En l'état, quand même, moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Bon, effectivement, il y a des petits... C'est un beau film, ouais. Il y a des petits défauts, c'est un beau film. Mais ouais, effectivement. McQueen, peut-être même sur le sujet, le meilleur qui ait jamais été fait. Hein. Parce que, au niveau de l'esclavage, on a eu des trucs, oula, mon Dieu, quoi. J'aime beaucoup ce que fait Steve McQueen, hein, depuis Hunger, très bon. Ben moi, j'avais pas du tout aimé Shame. J'ai trouvé ça chiant, quoi, tout simplement. Voilà. Alors moi, à titre personnel, j'ai fait un effort. Je suis allé voir un film français au cinéma. J'ai payé ma place.
Et J'ai Ça payé ma n'arrivera place. plus jamais. voilà. Et en sortant, C'est bon ça. Je suis allé voir un film français et j'ai payé ma place. Quoi. Voilà, et j'ai bouffé mon ticket à la sortie. Et mais c'était bon. Alors, en l'occurrence, il s'agit de Mea culpa de Fred Cavaillé. Oui. Donc, je vais même pas rentrer dans les détails du film. Je vais Aïe. même pas parler des acteurs parce que ça serait leur porter préjudice tellement. À ce point-là C'est une catastrophe. Alors malheureusement. Non, mais vraiment, Fred Cavaillé nous avait sorti 2 bons films, on va dire, oui, qui étaient quand même pas mal jusqu'à présent. Et ça, c'est son 3e. Et là, force est de constater que c'est une catastrophe. Un scénario qui n'est absolument pas maîtrisé, bourré d'incohérences, d'ineptie, des scènes d'action qui n'ont aucun sens, des acteurs secondaires minables. Voilà, bon, donc Ça fait quoi? Ça fait jeune sortie d'école là ou... Non, mais c'est indescriptible. Moi, si tu veux, j'ai un baromètre, en l'occurrence, j'ai un film référence, c'est-à-dire la plus merdique des réalisations. Donc il s'agit de Deux Forces de Franck Henry. Alors donc là pour moi c'est vraiment le film référence. Alors dedans on retrouve Isabelle Adjani, Eric Cantona, Simon Abkarian, Thierry Frémaux. Enfin bon bref il y a une liste une pléiade d'acteurs. Et Cyril Lecomte au passage, qui est sûrement l'un des plus mauvais acteurs français qui existent, toute génération confondue, et qu'on retrouve aussi donc dans Mea Culpa. Donc ce film Deux Forces qui est un film référence qui était sorti en 2011 et qui est mais le summum de la... Plus navet que ça, tu peux pas faire quoi, c'est pas possible. C'est-à-dire que t'as pas de scénario, t'as pas de direction, t'as pas de mise en scène. C'est minable, t'as des acteurs, ils sont livrés à eux-mêmes, ils font n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et mon Dieu, si vous voulez voir vraiment une merde monumentale, je vous le conseille. Oh la vache. C'est incroyable. Et Mea Culpa, ça se rapproche un peu de ça. Dans l'idée, c'est un peu la même chose. Même si il y a quand même Vincent Lédon qui est quand même moi je trouve un excellent acteur et je trouve que c'est quand même dommage de le voir dans une production pareille. Bon, on va pas en parler plus longtemps parce que j'aime bien juste comment une tu question. Oui. Est-ce que tu as pu quand même jeter un coup d'oreille à la musique de Cliff Martinez? alors je dois t'avouer que non. Non. J'étais tellement dégoûté du film en fait que Pas grave. je me suis vite dépêché de l'oublier quoi. Voilà, de cracher mon fiel d'abord dans une chronique pour HCFR l'hebdo. Mais après voilà quoi. Et puis d'ailleurs ensuite je suis allé faire le tour des autres critiques, notamment j'ai lu celle du Dr No qui est mémorable d'ailleurs et qui est à lire absolument sur le Daily Mars. Je vous conseille. On rigole toutes les 5 lignes. Voilà quoi, c'est une catastrophe. Tu sens que le film a du mal à développer de la tension? Non, mais c'est à développer tout court quoi. Il développe Ouais, rien, ça a du mal malheureusement, avec créer une sorte de tension, c'est ça, C'est- dans non, le mais scénario. c'est-à-dire que tu enchaînes des scènes qui sont pas cohérentes avec. Voilà. Et puis sinon, j'ai vu aussi en direct ou DVD. Il est sorti en Angleterre en DVD parce que le film est sorti il y a un petit moment au cinéma, mais il est pas encore sorti chez nous et je crois pas que la sortie soit prévue. C'est Filth avec James McAvoy, Jamie Bell aussi. Enfin bon, après donc c'est un film anglais en fait, écossais plus précisément. Et pour moi, honnêtement, je redécouvre James McAvoy, mais d'une manière incroyable. Il est bon à jouer des flics pourris. Hein. Ah oui, non, mais clairement. Donc voilà, c'est effectivement l'histoire de... Il y a 3 fils dans le film, 3 fils rouges. C'est sa relation avec sa femme et son fils, qui est un peu énigmatique. 2, la résolution d'une enquête du meurtre d'un étudiant japonais. Et 3, en fait, sa promotion au grade d'inspecteur. Et donc, il fait tout pour essayer d'arriver à ses fins, donc de résoudre en fait ces 3 fils rouges. Mais donc il a des difficultés avec ses relations, dans ses relations, ou du moins il complique lui-même ses relations avec ses collègues de travail, avec ses amis, avec ses proches. Il est dans le film, il est à la fois défoncé, il est psychopathe, manipulateur, et il y a une scène précisément qui est incroyable où on voit, donc là c'est de l'acting mais c'est incroyable, où on voit son personnage changer, mais vraiment pour moi je crois que pour l'instant c'est ce que j'ai vu de mieux en ce début d'année, vraiment, je vous le conseille absolument. Malheureusement il est disponible qu'en VO, sous-titré VO, mais ça vaut le coup, vraiment celui-là est incroyable. Non, mais il va peut-être sortir en France. Ouais, mais C'est impossible. dans un petit moment. Voilà.
C'était la séquence où bon, il y a une scène où il se met à vomir, là, Clément. Tu vois de laquelle je parle. Ouais. McAvoy, en fait, il commence à... Alors, est-ce que tu sais, la petite anecdote, c'est que James McAvoy, j'allais dire le pouvoir, mais c'est pas ça, mais a un peu le talent de pouvoir vomir à souhait. Donc, à chaque fois que tu vois cet acteur souvent en train de gerber, hein, c'est vraiment lui qui gerbe, quoi. Ça, je savais absolument pas. Comme moi aussi, ça m'avait complètement choqué quand quelqu'un m'a dit ça. J'ai dit, ah bon, Ouais. c'est ça. Donc voilà, quand tu le vois dans ses films, c'est souvent lui qui... Et pas de chance, il va pas pouvoir s'en servir beaucoup dans X-Men. Ouais. Ah non, ça c'est sûr et certain. peut-être si le box-office arrive pas à aller au plus haut que le budget, ça en effet. Mais je pense pas, là, vu comment le film est vendu... Ah non, mais même s'il vomit, ça sera du vomi en CGI. Voilà. Du vomi en CGI. Bon, on va passer maintenant aux aguiches. Enfin, ça c'est en référence donc à l'émission du Daily Mars Aguiche Room que je vous conseille vivement d'aller voir au passage. Donc aux bandes annonces, donc on va dire trailer et teaser pour nos amis anglo-saxons, n'est-ce pas Xavier? Donc effectivement, on pourrait commencer par Godzilla. Donc je crois que Shepard que tu voulais nous parler de la bande annonce de Godzilla. Oui, parce que non, mais ce que je disais hors antenne, c'est que je trouve que la véritable bonne idée, en fait, de la bande-annonce, hors le fait qu'on ne voit pas vraiment le monstre, c'est d'avoir utilisé Ligeti, le Lux Aeterna de Ligeti, qui avait déjà été utilisé dans 2001 par Kubrick. Et ça fout une ambiance de dingue. C'est que complètement efficace. Complètement. Ouais. C'est-à-dire que typiquement, c'est le genre de musique qui fait peur alors qu'il se passe rien à l'écran. C'est ça. Et je trouve que justement, ça m'a fait penser, alors dans un autre genre, mais je sais pas si vous vous souvenez du premier teaser de Gravity, où ils avaient utilisé un morceau d'Arvo Part avec le piano et le violon. Oui. Il y avait cette espèce comme ça de plénitude, de tranquillité, et juste après, en fait, il y avait un truc qui pétait et point, quoi. Et ça c'était absolument magnifique. Donc j'espère, parce que malheureusement le score de Gravity n'était absolument pas à la hauteur du film, j'espère que pour Godzilla ils vont pas se planter et qu'ils vont pas nous faire appel à un clone de Zimmer, parce que là sinon ça nous prenait des souffrances. Ouais, à voir, ouais, en effet. C'est vrai que moi ça me rappelle la bande-annonce de Man of Steel, la première qui était, la deuxième qui était formidable, avec la musique qui était quand même, moi je trouvais prometteuse, et puis surtout une bande-annonce qui était extraordinaire et qui malheureusement, le film n'était pas du tout à l'image de la bande-annonce, donc c'était un peu une déception. Ils nous l'ont bien vendu quand même, hein, ça, bon, il faut dire ce qui est. Et chapeau au mec qui a fait la bande-annonce, ça c'est clair. Mais sur celui-là, effectivement, mais d'ailleurs tu as des informations, tu sais qui c'est qui a la composition? Alors, je crois que c'est une bonne nouvelle, en fait. Il me semble. Ok, pour la BO de Godzilla? Ouais, c'est Alexandre Desplat. Donc, Voilà, c'est Alexandre Desplat. Alors là, ça va être super intéressant. Parce que c'est la première fois que Desplat fait un film de monstres et catastrophes. Donc là, moi, je suis curieux de voir ce qu'il va donner. Ouais. Non, c'est vrai, ça c'est assez prometteur, en effet. Mais en même temps, un petit peu inquiet, parce que le problème de Desplat, c'est tout dépend de la direction avec lui. C'est vraiment le type, il est capable de tout faire, mais il a pas de style. Ouais. Du coup, je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir en fin d'émission, puisque j'ai prévu qu'on en reviendra plus tard dans l'émission. Et moi, deuxième trailer, teaser en l'occurrence, qui m'a vraiment étonné, je m'attendais pas du tout à ça, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Et pour le coup, peut-être Xavier, tu veux nous en dire un mot? Alors écoute, la seule chose que j'ai à dire, moi, ça a l'air très intéressant, très très divertissant. Mais voilà, c'est qu'un teaser, hein, je veux dire, c'est comme Godzilla. Hein, le teaser de Godzilla m'a vraiment motivé incroyablement. La musique de Ligeti, tout était très efficace. Même le début, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film avec les Marines? Et puis là, dès que tu vois la crête de Godzilla, tu te dis, oh mais oui, mais c'est super ça. Mais bien sûr, 2014, le retour du Monster Movie, on attendait que ça. Et voilà, après t'as la bande-annonce et disons que j'en ai un peu marre d'être déçu en sortant d'une salle de cinéma, donc je mets tout de côté, je patiente et puis voilà, dès que ça sort, j'ai à me faire mon propre point de vue. Mais voilà, de trop me mettre en hype, hein, de me survendre le truc dans ma tête et puis ça risque des fois de me décevoir et aussi de pas me donner la
la sensation correcte pendant la diffusion du film. Donc voilà, tout doux. Mais ouais, pour revenir sur Guardians of the Galaxy, écoute, pareil, tu vois, c'est ça. Ça me fait la même chose que Godzilla, super. Mais on verra. En tout cas, ça promet. Moi, ça me fait penser un peu à Marvel qui essaye de faire du Star Wars. Aussi, ça me fait penser aussi à autre chose du même milieu. Hein. C'est marrant comment DC Comics dit à son public et au board des chairman que non, le public n'est pas prêt pour un Wonder Woman, un film où le super-héros c'est une femme, non, on n'est pas chaud encore 2014, c'est pas chaud. Et ben, pendant ce temps-là, t'as Marvel qui te met des raccoons avec des canons laser, quoi. Qui te montre bien. Ah bah nous on est prêts, nous on met même des raccoons qui flinguent des robots et son pote c'est un arbre. Donc ça me fait rire, la différence un peu de la créativité entre les deux studios. Mais ouais, c'est clair que ça a l'air de promettre. Ouais, et puis le comics, ça a l'air d'être vraiment sympa. Alors, moi, j'ai commencé à lire Annihilation, donc c'est une série de comics qui est disponible chez Marvel Deluxe. Dépêchez-vous parce qu'il en reste plus beaucoup pour le premier tome en l'occurrence. Et donc après, ça va être difficile de les trouver. Mais donc, et franchement, moi, je me régale vraiment bien, quoi. Sur Annihilation, c'est prometteur, quoi. Voilà, du Marvel qui fait du space opéra. Et moi, j'ai pas été du tout surpris en fait par la bande-annonce de Guardian of the Galaxy. Ouais. Dans le sens où j'ai trouvé que ça faisait très Avengers. Et finalement, ça confirme le fait que je pense que Joss Whedon a complètement repris le truc. Il a la main mise quasiment sur tout, quoi. Le côté, alors je sais que la BD est assez déconnante à la base, mais t'as quand même des trucs, notamment dans, je sais plus comment il s'appelle, le héros Dark Lord, c'est ça? Oui. Star-Lord. Star-Lord. C'est Nathan Fillon dans Serenity. Ouais. Enfin, c'est quasiment le même caractère, quoi. C'est une espèce de type, machin, un peu complètement nonchalant, enfin voilà, quoi. Donc on est vraiment dans du Whedon. J'ai un peu peur que ça essaye de faire Avengers sans vraiment l'être, mais c'est clair que depuis le carton d'Avengers, Marvel a enfin trouvé une vitesse de croisière, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un fil conducteur, un fil directeur, et ils vont pas en démordre parce que du coup, l'énorme avantage du film d'Avengers de Whedon et que leur a filé Whedon, c'est que maintenant ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Que DC ne peut pas faire parce qu'ils sont trop enfermés dans le côté dark. Ouais. Et du coup, fatalement, oui, Wonder Woman, c'est pas du tout dark, quoi. Donc du coup, ils sont un peu prisonniers de ça. Ce que Marvel, absolument pas. D'ailleurs, au passage, est-ce qu'on sait si Miller a écrit sur Wonder Woman? Oh, il a dû en faire un, mais cela dit, il y a un Wonder Woman. Il a écrit sur le personnage de Wonder Woman, mais après moi, je sais pas exactement s'il a écrit tout un volume ou une histoire complète, une saga, ouais. Il a traité le personnage de Wonder Woman, ouais. Mais a priori, alors moi je l'ai pas vu, mais a priori le dessin animé de Wonder Woman qui avait été fait il y a de ça quelques années est très très bien. Oui, il avait été fait par toute l'équipe. Studio DC Anime. Voilà. Ouais. Mais eux qui retenaient parce que franchement ils ont réussi à faire la Lanterne Verte. C'était franchement pas, surtout quand on voit le film après on pleure. Alors que le dessin animé, enfin surtout le premier, est très très bien. Ouais, c'était super casse-gueule parce que et même les Emerald Warriors étaient très bons, ouais. Ouais, mais The Green Lantern, en plus, cette espèce de mélange complètement improbable entre Star Wars et les super-héros. Voilà, quoi. Mais ça fonctionne super bien dans le dessin animé. Allez, passons maintenant à notre débat, puisque là, on rentre dans le cœur de l'émission, hein, j'ai envie de dire. Donc, on va parler des compositeurs actuels de bandes originales de films. Alors, pas besoin de revenir sur l'importance de la musique au cinéma, hein, c'est pas... Voilà. Donc, on peut considérer ça quand même comme une composante essentielle des films, bien que j'imagine que dans certains films, il n'y ait pas du tout de musique, hein, mais... Oui, mais à ce moment-là, c'est un choix. Voilà, c'est ça, c'est un choix artistique, effectivement, et... C'est vrai qu'il y a quand même, il existe de nombreux cinéastes qui viennent piocher différents morceaux de divers auteurs pour accompagner leur film. Donc, l'exemple qui me vient moi directement en tête, c'est Tarantino, puisque dans la majorité de ses productions, dans la totalité de ses productions, il n'a jamais fait appel à un compositeur et ouais, étonnamment d'ailleurs, on pourra peut-être en dire un mot, je sais pas, t'as peut-être envie de dire quelque chose là-dessus, mais d'ailleurs c'est vrai qu'il arrive à mélanger différents styles au sein d'un même film. Dans Django par exemple, t'as beaucoup de styles différents dans la musique et il arrive à faire des choses extraordinaires. Alors je sais pas, peut-être que tu... Oui, mais ça c'est pas très nouveau parce que moi le premier nom qui me vient à l'esprit
quand tu parles de quelqu'un justement qui prend des musiques préexistantes dans ses films, c'est Kubrick. Oui, oui, c'est vrai. Et en plus, au niveau du mélange, il y a qu'à voir le foisonnement complètement surdingo de Orange Mécanique, où le mec il t'envoie quand même une reprise de la 9e de Beethoven au synthé, Chantons sous la pluie, enfin bon, voilà, plein de trucs comme ça. Donc voilà, au niveau du mélange, et puis même dans Eyes Wide Shut, il y a le piano, le thème au piano. Alors je me souviens plus exactement de qui est l'auteur de ce truc-là. Il y a la chanson You've Been a Bad Thing. Enfin voilà, Tarantino a pas du tout inventé le mélange des genres dans la musique de film. En revanche, lui, ce qu'il a fait, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a repris des musiques d'autres films pour illustrer ses propres films. Donc ça, c'est assez marrant, parce que finalement, c'est des musiques qui avaient été composées sur d'autres images, et lui, il réussit à plus ou moins détourner cette musique-là pour qu'elle colle à ces images. Donc ça, c'est assez rigolo, même si parfois il se plante. Notamment dans Django Unchained, où on se demande ce que le thème de Under Fire de Jerry Goldsmith vient foutre là-dedans. Enfin bon. Aujourd'hui, on voulait plutôt se concentrer sur les compositeurs donc de musique originale de film. Donc, c'est-à-dire des compositions qui sont faites exclusivement pour... Enfin, du moins, ouais. Oui, c'est ça, oui, qui sont faites exclusivement pour le film. Pour le film, voilà. Même s'il y en a des qui ressemblent vachement à d'autres, mais c'est fait voilà. pour le film. Exactement. C'est pile poil la pensée que j'avais quand j'étais en train de dire la chose. C'est pour ça que... c'est pour ça que j'ai eu un moment de... Donc, il y a quand même effectivement quelques partitions qui sortent du lot et qui rentrent dans le mythe. Hein. On pensera au thème de Star Wars de John Williams. En parlant de John Williams, il y a aussi même Superman, hein, qui est un thème très fort. Ouais, voilà. On pourrait citer... avec Goldsmith, ils ont inventé tous les deux la musique de film moderne. Ouais. Jerry Goldsmith, c'est le pilier de la bande originale du cinéma. Hein. C'est à ce point-là qu'il y a carrément une école dédiée à ses talents. Ouais, avec Williams, je pense. Ces deux écoles qui sont assez différentes dans leur approche musicale, purement musicale. Mais effectivement, ouais, c'est vraiment les deux piliers incontournables de la musique de film. Ouais. L'immense majorité des œuvres tirées de bandes originales de films connaissent rarement un succès populaire et restent attachés au film, hein, c'est-à-dire ne vivent qu'à travers le film. Et c'est vrai que c'est bien dommage parce que parfois on passe à côté de certaines choses et parfois malheureusement les musiques composées sont même en retrait et on n'arrive pas bien à les percevoir et c'est dommage parce qu'on passe parfois à côté de choses extraordinaires. Moi je passe à World War Z où la musique au cinéma honnêtement je l'ai même pas entendue et puis je rentre, je vais sur dailyMars.net et puis je tombe sur je crois que c'était le top 5 des musiques blockbuster de l'été de je crois que c'est toi Shepard qui l'a fait il me semble et effectivement bon je vois que c'est Beltrami bon très bien qui est quand même plutôt pas mal hein, il faut dire ce qui est et je commence à écouter le truc je me dis mais waouh c'est formidable mais je l'ai pas entendu dans le film et où je l'ai complètement zappé et pourtant c'est une petite pépite donc on se dit que parfois aussi malheureusement les œuvres sont magnifiques et elles sont vouées à rester inconnues. Alors aujourd'hui c'est un peu plus difficile parce que la musique étant ce qu'elle est, elle est facilement écoutable de partout gratuitement, je pense à Spotify, je pense à YouTube, etc. Mais je trouve que ça reste quand même dommage qu'aujourd'hui on fasse appel maintenant la plupart du temps à des compositeurs et que le travail qu'ils fournissent derrière et qui est mine de rien énorme quoi. Hein. On aura l'occasion de revenir notamment sur un compositeur qui filme pas mal ses compositions et qui fait des sortes de blogs vidéo sur internet. On voit le travail énorme qui est fait et puis on se dit c'est dommage de passer à côté de ça. Depuis quelques années, et notamment grâce à la distribution digitale, la musique de film est de plus en plus distribuée. Et ça, c'est vachement bien, parce que je me souviens que à l'époque, enfin dans les années 80 et 90, parfois, fallait vraiment galérer pour trouver le score sur disque. Une musique, il y a même des trucs qui sont jamais sortis, enfin qui étaient jamais sortis, qui sont aujourd'hui disponibles. Je pense notamment à la BO d'Excalibur, qui était alors pas les morceaux pas le Carmina Burana et le Wagner, non le score de Trevor Jones
qui avait été pendant très très longtemps inaudit, et qui, grâce justement à cette renaissance quelque part, enfin la renaissance de l'intérêt des gens qui ont eu pour la musique de film, aujourd'hui on sort quasiment tout. Ouais. Parce que il y a la sortie digitale. Donc ça c'est vraiment très très bien, parce que finalement au niveau de la production, du moment où il n'y a pas l'objet à fabriquer, il y a absolument aucun frais, quoi. Donc ça c'est vraiment et du coup ça nous permet de découvrir et des musiciens nouveaux et des scores et des musiques de films qui sont vraiment excellentes. C'est marrant parce que c'est l'une des BO fin des années 80, début 2000, fin 90, je me souviens plus quand c'était, mais Incassable. C'était l'une des BO les plus difficiles à trouver en CD. Ouais. Justement, tout le monde s'arrachait la composition de James Newton Howard. Ouais, de Howard, ouais. Bah, ça, c'était incroyable. Je me souviens qu'à l'époque, je la cherchais, cette BO, qui était vraiment super. Bon, le film, voilà, c'est le 50-50. On va dire que c'est le début de la décadence de Shyamalan, hein. Bon, ça reste quand même un film assez sympa, très sympa. Mais ouais, c'était marrant que cette bande originale-là, moi, j'ai jamais réussi à la trouver. Et puis après, bon, voilà, merci beaucoup Napster et compagnie de cette possibilité-là. Et en CD, c'était infaisable, quoi. C'était. Mais il y a encore pas mal de BO aujourd'hui qui n'ont pas fait l'objet de réédition, malheureusement. Notamment, je pense à Wolf, d'Ennio Morricone. Ouais. Enfin, il y en a eu beaucoup, quoi. C'est-à-dire que si on les avait pas achetés à l'époque, maintenant, c'est terminé pour les trouver en CD. Mais, il reste iTunes, où elles sont disponibles. Donc ça c'est très très bien, parce que ça permet justement déjà de pouvoir découvrir l'œuvre d'un compositeur sur son ensemble. Il n'y a pas de trou, quoi. C'est ça. Exactement. Mais il y a un exemple récent aussi, en farfouillant et en préparant l'émission, j'ai vu que la BO donc la musique originale de Spider-Man 2 de Christopher Young n'avait jamais été mise en vente en France apparemment. Alors je sais pas si c'est le cas partout ailleurs, mais elle est introuvable, donc c'est assez étonnant, quoi. Pourtant Spider-Man 2 c'est quand même... ouais, mais c'était de la musique additionnelle, déjà, et puis Christopher Young est moins vendeur que Daniel Elfman. Malheureusement. Ouais. Mais bon, c'est voilà. Et effectivement, c'était une époque, l'époque de Spider-Man 2, c'est 2002, hein, c'est ça. On était encore aux sorties rares, quoi. Aujourd'hui, ils sortent tout, que ce soit en digital ou en support CD. À l'époque, sortir une musique additionnelle, si c'était disponible dans certains magasins, parce qu'ils faisaient en général des éditions pour les gens, il y a toujours un enregistrement qui traîne et qui file en général aux gens, à l'orchestre, à l'ingénieur du son, machin et tout. Donc on finit par retrouver le truc. D'ailleurs, c'est comme ça qu'aujourd'hui, certaines boîtes peuvent faire des rééditions. Notamment, je pense à la réédition qui est sortie il y a déjà plusieurs années du score de Alien, de Goldsmith, où ils ont carrément ressorti les morceaux qui n'avaient pas été pris pour le film et tout ça. Ouais, c'était un double CD mais excellent. Ouais, avec c'était l'orchestre philharmonique d'Écosse. Voilà. Ouais. C'est super bande originale. Et ça c'est typiquement le genre de truc qui a été retrouvé grâce justement parce qu'il y a eu un enregistrement, quoi. Ils ont filé tout ça et la musique additionnelle de Spider-Man 2 de Christopher Young faisait partie un petit peu aussi comme les extended scores de Michael Kamen pour les X-Men. Et aussi l'extended score de X-Men 2 de John Ottman. Voilà, ça faisait partie de ces trucs-là qui sont trouvables, qui étaient trouvables en cherchant beaucoup. Mais je serais pas surpris qu'il y ait une réédition, ne serait-ce qu'en digital, bientôt, quoi, parce qu'il y a des tas de labels aujourd'hui qui font des rééditions super intéressantes. Ouais. Donc actuellement, je pense qu'on peut le dire, hein, on va démarrer de suite avec Hans Zimmer qui est devenu en quelques années le compositeur incontournable en la matière, hein, et lui et puis tous ses disciples, voilà, tous ses disciples qui le poursuivent. Alors bon, Hans Zimmer, pour faire rapidement, hein, de toute manière, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même difficile. Je pense que c'est l'un des seuls compositeurs dont tout le monde connaît le nom, au moins. Donc il est connu dans le monde entier pour avoir fait notamment le Roi Lion et puis le Dark Knight, qui est quand même on va dire avec Gladiator et Inception les
ses 4 grosses bandes originales les plus connues. Il a quand même obtenu un Oscar, 2 Golden Globes et 3 Grammy Awards. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a l'impression que Zimmer c'est plus devenu une marque qu'un compositeur. Et du coup, on a du mal quand même parfois à retrouver un niveau qualitatif qu'on avait connu il y a quelques années, quoi. Et c'est vrai que il y a beaucoup de répétitions et voilà. Donc par exemple en 2013, il a fait la musique de Rush, Man of Steel, Lone Ranger, 12 Years a Slave. Et pour la télévision, il a fait aussi la Bible, voilà, The Bible. Ouais. Donc ça commence à faire beaucoup. Alors c'est un compositeur qui est reconnu, enfin quand je dis ça, c'est qui est reconnu même par le grand public. Donc le public qui n'est pas amateur de cinéma ni de compositeur, mais il est connu par ces gens-là. Ça devient un peu le compositeur, je veux pas être méchant en critique, pas en qualité, mais plus en connaissance, c'est un peu le fast-food de la composition aujourd'hui. C'est le mec à qui on fait appel dès qu'on a besoin d'un film et de le rendre punchy et de le montrer au public. Et maintenant, son nom est reconnu. Donc non seulement tu as une bande originale d'exception, mais tu as aussi Hans Zimmer sur ton affiche de film. Et ça, voilà, maintenant le cinéma où on est aujourd'hui, dans notre époque, on commence à connaître les très bons réalisateurs, et ça c'est sûr que c'est un chiffre d'affaires en plus sur la vente du film. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. Alors voilà, comme je disais, fast food, je dis pas que sa qualité de musique, elle est filmée comme un mec qui bouffe un cheeseburger, pas du tout. C'est plus en fait sur son côté commercial, comment il est utilisé. C'est exactement ça, industriel. Voilà. Sa musique est complètement industrialisée, et c'est vrai que depuis quelques années là, on sent un peu un facteur de répétition, quelque chose. Mais après, je pense qu'il y a quand même des films qui sortent du lot, comme Rush, où là on voit quelque chose de différent. Il y a un pep, c'est quelque chose où on retrouve un peu le Zimmer d'époque. Et tu vois, par exemple, l'exemple d'Inception. Ce beat d'Inception là, maintenant qui est complètement marketé à fond, quoi, qui sert à tout et à rien, et qui n'a pas de limite. C'est shameless, quoi, comment c'est utilisé. Mais alors il y a deux trucs. Le fait que Zimmer fasse de la musique à un rendement quasi industriel, c'est pas très nouveau, parce qu'il a toujours eu un studio avec plein de collaborateurs. Je me souviens d'ailleurs d'avoir vu une excellente émission sur Arte, je me souviens plus comment ça s'appelait, avec John Carpenter, qui allait visiter Hans Zimmer dans son studio, et où le mec devait rendre, grosso merdo, la deuxième bobine de Pirates des Caraïbes dans la nuit. Donc il y avait tous ses assistants, il y avait 5-6 studios qui bossaient, machin et compagnie, et l'autre, il chapeautait toute l'équipe, quoi. Le fait est que Zimmer, il y a deux Zimmer en fait. Il y a le Zimmer compositeur qui a pris un virage super intéressant au moment de la ligne rouge. Ça a été vraiment son premier score totalement réfléchi, où limite il y a aucun essai, il y a aucun essai d'essayer d'apporter un nouveau son. Ça c'est sa deuxième personnalité. Là, il se cantonnait au violon et il se cantonnait à la composition pure. Et la plupart des suites d'accords qu'il a commencé à poser sur la ligne rouge, c'est un travail qu'il a continué ensuite à faire sur Inception et sur The Dark Knight. Sachant que à ce niveau-là, l'intervention de James Newton Howard, parce qu'il faut pas oublier que Batman, c'est Hans Zimmer et James Newton Howard, ouais. Et je pense que Zimmer a appris énormément de choses sur la composition pure au contact de James Newton Howard. Et puis il y a l'autre personnalité de Zimmer qui était dans les années 90, on l'appelait le gros boom. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui à chaque fois nous balançait la percussion la plus forte du moment, et c'était quasiment impossible de rivaliser avec après. Et il y a toujours eu chez Zimmer ce côté sound designer, très expérimental parfois, et de plus en plus même. L'idée par exemple dans Inception de faire jouer le fameux gros poète par un orchestre de tuba, le fait de ralentir le morceau d'Edith Piaf, non rien de rien, et puis même jusqu'à aujourd'hui, quand on écoute Rush, avec cette idée de jouer sur la sonorité, sur l'effet Doppler des voitures de course, ou sur la roue du bateau de 12 Years a Slave pour faire une rythmique. Il y a toujours ce côté chez Zimmer, sound designer,
Et là où il est quand même assez différent de ses clones, c'est qu'il y a quand même, on va dire qu'on reconnaît Zimmer quand même à la qualité de son travail, mine de rien. Et le côté sound designer chez Zimmer est pas encore arrivé au bout. En revanche, c'est clair que pour Man of Steel, il est arrivé à une sorte de point mort. Je pense qu'il a fait le tour de ce qu'il a pu apprendre avec James Newton Howard et de ce qu'il avait commencé sur la ligne rouge, et qu'il va falloir qu'il passe à autre chose. On n'a pas trop parlé de Lone Ranger, mais moi c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié cette bande originale. Alors originale pas tant que ça finalement, parce que ça ressemble plus à des reprises ou à Lone des Ranger, hommages. typiquement. Oui, excuse-moi, vas-y, finis. Voilà, oui. Donc c'est vrai que il fait des hommages et donc à Ennio Morricone. Il fait une reprise un peu plus adaptée, mais de Rossini et qui est vraiment, moi je trouve formidable. C'est une musique qui suit en fait toute la partie finale du film, qui est extraordinaire. Qui accompagne parfaitement le film. Mais bah, c'est vrai que c'est pas du Hans Zimmer, quoi. Là, on est sur. Oui, mais tu vois, c'est quelque chose qu'il avait déjà fait sur le Sherlock Holmes. Typiquement, les sonorités qu'il utilise sur Lone Ranger. Et alors je sais pas si c'est un hommage, si on appelait ça un hommage ou un pompage d'Ennio Morricone, c'est quelque chose qu'il avait déjà balancé dans Sherlock Holmes. Donc ouais. C'est là où je dis qu'au niveau composition, il commence quand même à tourner en rond un petit peu. Ben, voir un petit peu à l'avenir ce qu'il va nous offrir. Alors, le gros rendez-vous plus que le Amazing Spider-Man 2, où je dois avouer que j'en attends pas grand-chose, surtout que depuis la présence de Pharrell Williams en co-compositeur, ça me fait plus peur qu'autre chose, mais bon, ça va être le Chris Nolan, Interstellar. Oui, exactement. Parce que pour l'instant, Nolan et Zimmer, c'est un sans faute. Ça va être le grand boom, ça. Ouais. Donc j'espère qu'il va trouver un truc façon Inception. Et c'est vrai que pour l'instant on a eu qu'à droit qu'un petit teaser qui montrait pas grand chose, quoi. Ouais. Mais bon, ouais, c'est sûr que si, pour dériver un petit peu sur Interstellar, quand on voit le casting et Matthew McConaughey qui est en ce moment lui qui est revenu d'entre les morts. Ouais. Et puis, non, mais qui est exceptionnel. Mais là en ce moment il est sur True Detective. Je vous conseille absolument de voir cette série Il est magnifique. Formidable. Donc effectivement, si le film est à la hauteur et que derrière Zimmer assure, à mon avis, ça peut faire vraiment un putain de chef-d'œuvre, ce film. Ouais, et alors le truc qui m'inquiète derrière ça, c'est que si Zimmer est à la hauteur, on va se payer du Interstellar pendant 10 ans. Ah oui, mais bon, comme on se paye de l'Inception en ce moment, tu vois, en boucle. Je suis encore étonné que la Poste n'ait pas utilisé le jingle de Inception pour une publicité. Ouais. Ouais, ça c'est un peu le revers de la médaille, mais bon. D'ailleurs, ça me fait penser que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Gravity. Bah oui. Typiquement. Dans Gravity. Ah non, mais c'est incroyable. J'étais persuadé que c'était le thème d'Inception de Zimmer. Mais j'en étais sûr. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est Zimmer qui a fait la BO. Et non, quoi. Mais en plus, la musique de Gravity il y a un truc super bizarre derrière, parce que j'ai du mal à comprendre comment on peut passer un teaser avec Arvo Part, d'autant que en plus Steven Price dans le score reprend quasiment, mais en moins bien fatalement, le même genre de musique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné un thème avec un piano, mais là c'est noyé dans 350 000 tonnes de reverb avec un violon qui veut rien dire. Enfin, tu vois, c'est vraiment le gars qui essaye de faire du Arvo Part, mais qui a pas le talent, quoi. Pourquoi, enfin, ils avaient déjà les droits. Pourquoi pas l'avoir réutilisé? C'est super étrange. Et puis, le fait aussi que, alors, comme tu viens de dire, le générique de Gravity, qui est juste le générique d'Inception, en fait, je me demande jusqu'à quel point, en fait, Cuarón voulait de la musique sur son film. Ouais. T'as vraiment la sensation qu'il en voulait pas du tout. Je pense qu'il en voulait pas du tout. Et je pense que, vu le côté assez risqué, finalement, que représentait le film, il a fait ce compromis-là de façon à rassurer la Warner, et du coup la Warner a complètement piloté Steven Price. Alors l'autre truc qui me fait dire ça, c'est qu'en plus Cuarón en général au niveau de ses musiques, c'est pas un idiot, quoi. Je veux dire Le Fils de l'homme, c'est quand même John Tavner. Ouais. Donc passer de John Tavner à ça, ouais, là tu la gravité, ouais tu la sens là, c'est clair, mais tu la prends dans la gueule.
Donc c'est pour ça je trouve ça vachement bizarre parce qu'en plus tu vois cette espèce de générique il sert à rien finalement. Enfin tu vois ça dit juste que le film que tu vas voir s'appelle Gravity. OK, super. Je me demande jusqu'à quel point Cuarón voulait pas commencer d'entrée de jeu dans l'espace sans générique, rien que dalle, sans musique de film, sans rien qui va te sortir de l'expérience visuelle. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est la question est bonne hein, mais en plus Steven Price, je crois pas que ce soit un disciple de Zimmer, si. Il a bossé avec lui. D'accord. Ah ouais, mais tu vois, je le savais pas. Il a été sound designer sur un Pirate des Caraïbes, je crois, mais je me souviens plus. Tu sais, c'était un genre de sous-fifre, il en avait plein. C'était monstrueux, quoi. Des stagiaires, quoi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de disciples, il y en a un paquet. Alors, il y a Henry Jackman, ouais. Ramin Djawadi, il y a Lorne Balfe. Lorne Balfe, ouais. Voilà, Balfe. T'as John Powell aussi. Steve Jablonski, ouais. Et bon, alors c'est du bon et du pas très bon, hein, mais c'est vrai que on va peut-être, on avait prévu de parler d'Henry Jackman, donc qui pour le coup était pas nécessairement jusqu'à présent exceptionnel, et puis qui d'un coup nous sort une Captain Phillips. Voilà, exactement. Donc je vais peut-être laisser en parler, Shepard. Captain Phillips, en fait, tous les disciples de Zimmer sont bons dans un truc, c'est le sound design. C'est des sound designers, les mecs. C'est-à-dire que, typiquement, c'est les types qui préparaient les sons pour Zimmer. Donc, il y a eu plein de temps à rechercher dans la recherche, machin et compagnie. En revanche, dès qu'on arrive dans la composition de thème, là, c'est une catastrophe. Et Captain Phillips, c'est typiquement ça. Tout est très percussif, super efficace, mais je sais pas si t'as écouté jusqu'au bout. Le dernier morceau qui s'appelle Safe, c'est une catastrophe. Et c'est le seul morceau où Jackman essaye de balancer un thème. Et c'est un mec qui vient du milieu de la rave et de l'électro aussi. Tu sens cette influence du beat, hein, du rythme très accéléré, ouais. Même un peu pop, hein, ouais. Blonsky, c'est la même chose sur Ender's Game. Ouais. Dès qu'il fait un thème, c'est ridicule. Mais en revanche, tous les morceaux qui se contentent de poser une ambiance, donc typiquement ce que fait, on va dire, un stagiaire chez Zimmer, c'est-à-dire qu'il fait de la petite musique additionnelle parce qu'il manque un bout, machin, il manque 3 secondes, et il n'y a pas de thème, c'est juste de l'ambiance. C'est des types qui ont été rompus à ce genre d'exercice, donc ça, ils savent le faire sans problème, et ils sont limite pas mauvais, mais dès qu'il s'agit de faire un thème, il n'y a plus personne. Ouais. Et surtout, voilà, j'ai pu lire dans tes écrits que tu adorais les compositeurs qui rajoutaient des pistes Pro Tools. J'ai compris. Ah mais oui, mais ça c'est le truc typique du mec qui bosse sur ordinateur. C'est le mec qui bosse par couche. Ouais. Qui commence par une section d'instruments, puis plutôt que de complètement casser ou de passer à une autre section d'instruments et de faire jouer autre chose, enfin ce qu'un compositeur réel fait pour l'orchestre. Là typiquement c'est le mec qui fait qui met en boucle sa première partie et puis qu'on rajoute une autre, jusqu'à ce que ça devienne une cacophonie pas possible. Ouais. La musique de Pacific Rim, c'est quasiment que ça. Voilà, donc Ramin Djawadi. Et ce qui est curieux, c'est que Ramin Djawadi, il avait sorti la musique de Fright Night, qui est absolument pas comme ça. Ouais. Alors le remake Fright Night ? Ouais. Et qui est très très bien. La musique de Ramin Djawadi pour le remake de Fright Night est vraiment très très bien. Il a fait du Elfman vraiment rigolo, très rythmé, très efficace. Et je pense clairement que pour Pacific Rim, il est arrivé devant un truc où peut-être qu'il avait pas d'idée, je sais pas, et il est allé au plus bas dénominateur commun, quoi, parce que clairement, on a plus le temps aujourd'hui, quoi. Il faut qu'il livre la bobine, tout ça, machin. Donc faut aller vite, donc il est allé au plus vite, quoi. Alors, c'était un peu le cas d'ailleurs sur Iron Man, qui bon. Ah oui, pareil. Et par contre, il nous sort Game of Thrones. Bon, c'est pas, on va pas dire que c'est exceptionnel, mais c'est pas magique. Mais ça reste quoi. C'est. En revanche, il y a des trucs vachement bien sur Person of Interest. Ouais, et on sent clairement qu'il a eu plus le temps sur Person of Interest de développer quelque chose que sur Iron Man 3, clairement, où voilà quoi, il fallait que le score soit prêt en 15 jours limite. Ouais. C'est une excellente transition pour passer aux séries, parce que donc en termes de séries, il y a Bear McCreary qui lui, on va dire ce qui est
avec Battlestar Galactica nous a offert quand même une BO dantesque qui est exceptionnelle. Très efficace, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, Mais très percussive aussi. Oui, voilà. Bon, mais justement, en intro, je vous parlais d'un compositeur qui faisait pas mal de blogs vidéo sur ses compositions. Et McCreary, il fait partie des gens qui font, qui présentent leur travail. Et donc c'était de lui dont je parlais. Et je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube qui est vraiment très fournie. Et il travaille beaucoup sur, il recherche pas mal d'instruments. Enfin, vous verrez, c'est très fouillé et on se rend compte du travail incroyable qu'il fait sur les sonorités, sur des détails, sur un réglage de piano. Enfin, incroyable. Et bon, c'est vrai que c'est un mec qui est, moi je trouve qu'il est assez extraordinaire. En préparant cette émission, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à Cylon, donc qui est administrateur du staff œuvre sur HCFR, qui m'a aidé à préparer cette émission. Il m'a sorti un terme particulièrement intéressant qui le caractérise pas mal. Il appelait ethnomusicologue. Et c'est vrai que c'était un peu le cas. Enfin, je trouve. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Peter McCreary, c'est typiquement le gars qui, je pense, il avait un groupe avant, il me semble, quand il était jeune. Et comme tu dis, c'est un gars qui travaille énormément sur le son. Et sur le son, il est excellent. Et quoi, musique post-moderne, néo-ethnique. Voilà. Un peu dans ce genre-là, ouais, complètement. Donc c'est très percussif, mais même dans Battlestar Galactica, il y avait des choses qui étaient intéressantes au niveau de la composition pure, qui étaient vraiment pas idiotes. En revanche, il a rapidement tourné en rond dans la série, c'est-à-dire qu'en gros, il y a vraiment les 2 premières saisons qui sont très intéressantes musicalement parlant, mais après ça tourne en rond. Mais cela dit, c'est le lot de pas mal de séries. Mais effectivement, mais en revanche, tu vois, sur Black Sails, je trouve qu'il s'est planté. Il s'est planté parce que c'est là où on voit toute la limite finalement du gars qui travaille presque uniquement que sur le son. C'est qu'effectivement, la prod de Black Sails est magnifique. Ouais, c'est super série, de toute façon, il y a quelque chose de vraiment intéressant. C'est bien fait, c'est super La bien musique d'intro enregistré. est superbe, est très très bien composée, je trouve. Là, il y a un beau boulot là-dessus, toute cette intro, ouais, chouette, Mais pour moi, il fait ressortir, c'est-à-dire que moi j'ai eu une espèce de frisson de la honte, même sur le générique, à la fin. C'est-à-dire que j'ai eu le frisson de la honte Michael Field, quoi. Ah, tiens. Une espèce de mon Dieu, des guitares qui nous jouent du Oui. Brazou ou Alan Stivell, quoi, tu vois, c'est non. Et ça revient plusieurs fois dans le disque, dans le score. Et du coup, ça plombe le truc. Enfin, pour moi, c'est rédhibitoire, quoi. C'est Michael Field, donc c'est niette, quoi. C'est pas possible. Alors que, en toute fin de disque, il nous livre une interprétation d'une chanson qui a été composée par Benjamin Britten, un compositeur anglais du 19e siècle, grand spécialiste en plus de la chanson populaire et des Christmas carols, et puis aussi il a écrit des opéras qui parlent de marins. Et pour le coup, on se dit mais pourquoi il est pas allé pêcher du côté de Britten plutôt que d'aller pêcher du côté de Michael Field? Je pense que parce que Bear McCreary n'a pas cette culture-là de la composition. Il a la culture du son, ça c'est clair, net et précis, mais c'est là où la culture de la composition fait la différence, quoi. Je pense qu'un réel compositeur, on lui aurait dit une musique de marin, il serait allé chercher du côté de Britten, il serait allé chercher du côté des vieilles musiques de films de pirates, enfin voilà, quoi, il serait allé chercher de tout ce côté-là. Et c'est clair que ouais, toute la pré-prod aurait été bien différente sur quoi il vit, sur quelle ambiance, et surtout pour cette motivation dans la série qu'on voit, hein, ce côté qui est le traître de quoi, et puis côté piraterie classique, même très proche de l'île au trésor, hein, de Disney. Hein. Ah bah complètement, ouais. Il y en a un autre qui a excellé sur des séries, c'est Michael Giacchino avec Lost. Ouais. Alors je crois que c'est un compositeur que tu aimes beaucoup, Shepard. Mon chouchou. C'est mon chouchou parce que c'est quelqu'un que je suis depuis la fin des années 90, depuis 96, je crois, pour être plus précis. Et c'est mon chouchou parce que c'est quelqu'un qui a commencé dans le jeu vidéo. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était avant Medal of Honor. Il avait fait la musique de The Lost World, qui était un vieux jeu sur PSX. Et la musique était magnifique. Et en plus, c'était le jeu officiel du film de Spielberg. Mais Giacchino n'avait absolument pas du tout repris la musique de Williams. Il avait fait son truc à lui.
Et on sent déjà le Giacchino. Le truc qui est très fort chez Giacchino, c'est que c'est vraiment l'héritier, je pense, et de l'école Williams et de l'école Goldsmith. Il a totalement compris la chose, à cette différence près que lui a un véritable style. Il s'entend dès les premières notes. Et Ouais. ça fait de lui, je pense, l'un des meilleurs compositeurs de sa génération, si c'est même, j'ai envie de dire, même le meilleur. Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est la BO de Lao, quoi, hein, qui pour moi est franchement incroyable. Pour lequel il a reçu un Oscar, d'ailleurs. Voilà, C'est le ouais, premier. qui est bon. Et puis sur Star Trek, alors c'est vrai que du coup tu parles de Williams. Bon, on sait que Williams est quand même commence à être âgé, que là il y a 6 Star Wars qui arrivent. On est d'accord, Ouais. logiquement. Donc c'est vrai que comme tu dis, c'est peut-être. Moi j'ai parlé de fils spirituel, mais de Williams, mais c'est Ah ben, bon. si J.J. Abrams continue à faire des Star Wars et que Williams passe la main, c'est clair qu'à mon avis, il va passer la main à Giacchino. Ouais. C'est Ça paraît sûr, évident. c'est sûr. Vu l'amour qu'a Abrams pour Star Wars, on le voit hein, de toute façon dans les Star Trek. Hein. Ce n'est plus une équipage de sous-marins qui discutent entre eux. On est vraiment, vas-y course pas cours. On est complètement là-dedans quoi, de l'action partout. Donc je pense qu'il va compter là-dessus sur le même compositeur hein, pour Star Wars. C'est quelque chose. Peut-être pas pour le premier. Ils ont commencé ensemble, pas, quoi. ouais. Ils ont toujours Ouais. bossé ensemble. Donc, Alors, il y a... Après, il y a toujours le choix du public. Est-ce que veut le public? Parce que je pense que là, les studios vont se pencher sur enfin, si c'est malin, assez malin à voir comment ils vont faire pour essayer de toucher un peu plus de rentabilité. Déjà qu'ils ont été très rentables, les préquels. Voir un peu comment ils vont se pencher là-dessus. Et je pense que Williams sera quand même là pour le 7e. Et Oui, de toute façon, peut-être il après est là. voir ce qui va se C'est passer par la officiel. suite. Ouais. Ouais, mais de toute façon, Ça va être c'est lui intéressant qui- sur le qui fait dernier ça. opus. Ouais. Mais c'est vrai que Williams, on note quand même que ces dernières années, il a fortement ralenti son activité. Il y a eu une grosse pause entre 2008 et 2011, c'est-à-dire après le Indiana Jones jusqu'à Tintin. Jusqu'à Tintin. Voilà. Et puis après, bon, il a enchaîné avec De Spielberg, donc Cheval de guerre et Lincoln. Bon, ça reste du classique, quoi. C'est pas, il y a rien d'extraordinaire. Hein. Il s'est et moins foulé que sur Tintin. Ouais. J'ai trouvé que sur Tintin, il avait vraiment trouvé quelque chose. Mais parce que c'était un petit peu nouveau aussi pour lui. Il aime bien ces choses-là un peu nouvelles. Et puis là, il est revenu. Alors, c'est pas un Spielberg, mais sur La voleuse de livres, Voilà. le score Exactement. est magnifique. Qui est vraiment pour le coup, vraiment, ouais. Bon, tant mieux, c'est de bon augure pour Star Wars, hein, c'est vrai, mais c'est vrai qu'elle est vraiment. Pareil, je vous invite vraiment à l'écouter. Dans ta chronique, tu disais clairement que c'était vraiment super, quoi. Et en plus, quand on écoute beaucoup de BO, c'est ce que je disais dans la chronique justement, parce que c'est quand on écoute beaucoup de BO et tout d'un coup qu'on tombe sur Williams et sur La voleuse de livres et qu'on tombe sur ce foisonnement Ouais. d'harmonie, de changements rythmiques, de réelle musique orchestrale, on se dit mais c'était à ça que ça ressemblait en fait la musique de film avant. Donc, il y a eu vraiment un nivellement par le bas qui a été assez terrible. Alors du coup, je vous propose d'enchaîner avec quand même aussi l'un des compositeurs qui a marqué le début des années 2000 avec notamment la musique du film de Seigneur des Anneaux, c'est Howard Shore. Oui. Le fameux combat, ouais, Howard et Shore pour le Seigneur des Anneaux, quelque chose de très très intéressant. Hein. Comme moi, c'est James Newton Howard qui devait faire Seigneur des Anneaux, puis après c'est Shore, il y a eu ce branle-bas de combat. Il y a eu basé Après. Polydoris au départ. Oui, c'est vrai ça. Ouais. Ça aurait été Ouais. intéressant. Une autre Ouais, vision, ça, je pense. Ça, hein, ça vraiment a une- toujours été mon gros regret, c'est-à-dire que Polydoris, voilà quoi, et il dit non, ça c'est vraiment dommage. Mm. Ouais, Parce et que donc- je pense que Shore, au bout du compte, était pas forcément le meilleur compositeur pour Le Seigneur des Anneaux. bon, il s'est quand même avéré que c'était plutôt pas mal. Non, Ouais, c'est plutôt ouais, pas ouais, mal. ouais, Attention. c'est sûr. Mais Shore a toujours été très fort. La musique de Shore, c'est une musique qui est ample. Très très ample. C'est quelqu'un qui fait faire sonner un orchestre de manière absolument phénoménale. Mais c'est quelqu'un aussi de très très lent. On le voit notamment dans tous les scores qu'il a fait pour Cronenberg, et notamment l'un des plus beaux pour moi qui est Naked Lunch.
qui est vraiment un chef-d'œuvre. Cette espèce de mélange entre la musique orchestrale et Ornette Coleman qui vient improviser au saxophone par-dessus, ça file une ambiance au film qui est juste magnifique. Mais il a toujours eu un problème pour les musiques d'action. C'est pas son truc à Shore. C'est pas un type qui va dans l'action, c'est pas un mec qui va dans le trépidant, quoi. Et on voit bien d'ailleurs dans le Hobbit 2, l'une des seules musiques vraiment réellement trépidantes, c'est la musique là où ils sont dans les tonneaux dans la rivière. Ouais. Et bah du coup, il nous pompe un peu Williams. Il essaye de faire un petit peu du Williams, notamment Indiana Jones et le Temple maudit. Mais bon, quoi, on voit bien que même au niveau du BPM, c'est un petit peu en dessous, quoi. Il a du mal, il a un petit peu du mal. Et c'est pas son milieu, quoi. C'est pas son truc. Ouais. C'est pas son truc. Et comme je disais dans la chronique, en fait, ça revient à choisir, à préférer Wagner à Stravinsky. Et je pense que Stravinsky aurait été peut-être mieux pour Le Seigneur des Anneaux que Wagner. Il a été assez fort sur le Loup de Wall Street, enfin la BO du Loup de Wall Street. Moi, je trouve vraiment qu'elle est percutante. Enfin, bon, le film est exceptionnel, ça c'est clair. Ça tient beaucoup à la performance de DiCaprio, mais la musique derrière assure, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Ça embellit même le personnage de DiCaprio. Hein. Ouais. Mais pareil, on reste dans limite, il a fait à peu près le même travail qu'il faisait sur les Cronenberg. C'est-à-dire quelque chose de très... ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté ample, mais en même temps envoûtant, je dirais. Complètement envoûtant, mais c'est climax, super envoûtant. Les séquences de climax sont toujours très fortes, très prononcées, et la musique soulève ce ton, cette annotation, au point où même nous, le visualisateur, on est complètement cerné par ce qui se passe, et c'est là où, en fait, où on décroche pas du film, on oublie, en fait, qu'on est en train de visualiser quelque chose. Et là, t'as vraiment un succès, je pense, de la bande originale et de l'aspect visuel. Et c'est vrai qu'il atteint très très bien ce point-là, quoi, très fort là-dessus. Mais c'est comme tous les thèmes dramatiques, purement dramatiques du Seigneur des Anneaux sont magnifiques. Le thème de l'anneau est magnifique. Ouais. C'est vraiment juste dans les scènes d'action où là, ça pêche un peu, quoi. Notamment le gouffre d'Helm et tout ça, on a un petit peu envie que ça se réveille. Et lui, il reste... Et c'est vrai que il a du mal, dès que c'est pas en fait, dès que c'est un climax à longue durée ou une séquence d'action qui n'est pas, qui n'est pas la principale, hein, là où tout le budget est versé, où il y a tout cet éclat, tu sens quoi, on dirait qu'il se réserve. Je suis pas sûr qu'il se réserve pour le grand. En fait, je pense qu'il sait pas faire, tout simplement. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il met de côté. Il attend et il garde son score, quoi. Il garde son boom pour cette séquence-là du film. Oui, parce que j'ai l'impression. Ouais. Ça va être le seul truc limite qu'il va pouvoir plus ou moins maîtriser. Surtout que en plus, quand tu connais, je sais pas si vous connaissez la musique de Leonard Rosenman du dessin animé de Bakshi, Le Seigneur des Anneaux. Oui, bien sûr. Elle fait un travail mais magnifique là-dessus. Elle est magnifique, elle est très efficace, elle est super efficace. Et là encore une fois, c'est très envoûtant. Ouais. Tout était le thème de Mordor, notamment avec ses voix et tout, ou la bataille du gouffre d'Helm. Là, on voit quelqu'un qui s'est donné dans le trépidant, quoi. Ouais. Non, c'est sûr que c'était bon. Moi, j'ai hâte quand même de voir le troisième volet du Hobbit, parce que bon, forcément, c'est la conclusion de l'histoire et il va y avoir après le cliffhanger de. Je t'admets que je suis très curieux de voir justement les versions étendues, parce qu'il y en aura, c'est sûr, oui. Vu Peter Jackson, parce que là, le deuxième opus, rien que la bande originale, mais ce qu'on voit visuellement, ça dure tellement longtemps, et c'est tellement compacté, ça me donne envie de voir, et je suis justement curieux de voir la bande originale qui sera composée en plus pour ces séquences-là. Ouais. Exact. Ouais. À voir. Mais c'est sûr que le travail de Shore là-dessus est colossal. Époustouflant. C'est clair. On va passer maintenant au blockbuster. Alors les musiques de blockbuster sont généralement campées par des outre Zimmer, sont campées par d'autres, par des compositeurs qui sont pas nécessairement excellents. On l'a vu récemment avec l'exemple de Brian Tyler sur Iron Man 3 et Thor Dark World, donc qui était mon Dieu, qui proposait pas grand chose, quoi. Et honnêtement, à la limite, je vais laisser Shepard en parler parce que j'avais beaucoup aimé ses papiers là-dessus, donc vas-y Shepard. Mais c'est surtout, dis-nous. Je comprends absolument pas la stratégie de Marvel là-dessus. C'est-à-dire que autant ils ont une stratégie cinématographique claire et qui se démarque totalement de DC, autant au niveau musique, ils ont pris un type pour faire du Zimmer, quoi. Donc c'est complètement idiot.
Surtout que, quand on a eu, alors d'un côté, Alan Silvestri, qui a fait quand même un super bon boulot sur Captain America et sur Avengers, et puis de l'autre côté, qui avait eu Patrick Doyle pour le premier Thor, qui était pas extraordinaire, mais qui était quand même pas mal. Putain, se retrouver avec Brian Tyler, on se demande quoi. Ils ont trouvé personne d'autre ou quoi. Enfin, c'est super bizarre parce que c'est pas les moyens qui manquent. Et je pense que pour ce genre de choses, au contraire, soit ils gardent Silvestri, soit ils font appel à quelqu'un de la même stature, quoi. Ouais, non, c'est étonnant. Bon, sachant qu'en plus, Iron Man 3 était un peu déceptif, mais encore bon. Mais par contre, Thor Dark World était vraiment pourri, donc. Je me sens tout seul pour ce film à chaque fois. Non, ouais, non, je t'admets que je me suis bien marré. Moi, pour moi, c'est des Dino De Laurentiis, quoi. Ça me fait penser à ses productions. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais le film en lui-même est rigolo, hein. Ouais, mais moi, je le trouve sans âme, quoi. Moi, justement, je me dis que le film a un humour, une comique. Après, bref, c'est pas du grand cinéma, bien sûr, qu'on confond pas, mais c'est très divertissant. Et tu vois, ça, c'est ce que je préfère voir en cinéma divertissant que toutes les bouses là qui nous disent mais t'as pas besoin de cerveau. Et moi, à chaque fois, je leur dis la même chose. C'est non, mais attends, c'est bon, on me prend pas pour un con. J'ai envie d'avoir mon cerveau et de m'amuser en même temps. D'ailleurs, t'es pas obligé de me filer des Aliens versus Predator à la chaîne pour que je m'éclate, tu vois, parce que ça m'amuse pas au final. Non, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, quoi. C'est du gâchis. D'ailleurs, pour enchaîner sur ce que tu dis, il y a un compositeur de musique qui a eu le don pour le coup cette année de travailler sur un film vraiment pourri et la BO étant ce qu'elle est, mais pourtant c'est un bon compositeur. Je pense à James Newton Howard avec After Earth. Ouais. Et ouais. Non mais voilà, le film non, bien sûr, passons il revient au à film. Chaque podcast, ouais. Donc je veux dire, maintenant vous avez l'habitude, si vous nous écoutez, de savoir qu'on le vomit encore. Oui, non, mais c'est une digestion qui se fait pas, hein, de toute façon, et qui ne se fera jamais, mais c'est vrai qu'après la bande originale, voilà. Ouais, on prend James Newton Howard qui est quand même bon, quoi. Enfin, bien sûr, tout à fait. Et qui a fait un excellent boulot sur Hunger Games aussi. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Shepard. Il commence à tourner en rond, lui aussi, un petit peu. C'est-à-dire que sur Hunger Games, en fait, on s'aperçoit vraiment que finalement, James Newton Howard fait aussi partie de cette clique de compositeurs qui ont été ultra pompés et que finalement le style Newton Howard est devenu limite bateau. Ouais. Donc ça perd son affection, quoi. Ça perd toute son intégration une fois que c'est mis en œuvre et ça n'a plus rien. Ça devient un peu ça devient du cheeseburger, quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a acquis une certaine stature méritée, hein. Mais c'est marrant parce que je réécoutais justement pas plus tard qu'avant-hier la musique de Wild Earp et même jusqu'à Treasure Island, Fugitif que j'ai réécouté cet après-midi. Je me suis fait un festival James Newton Howard. Fugitif est une excellente bande originale. Mais où il changeait tout le temps. Je veux dire, le score de Fugitif a strictement rien à voir avec celle de La Planète au Trésor. Qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'il a fait pour Shyamalan. Donc, je crois qu'il arrive au bout. Et puis peut-être que Hunger Games, c'était peut-être pas la licence non plus où il pouvait complètement s'éclater. C'est pour ça que je regrette que Marvel ou que Disney ait pas fait appel à lui pour les films de super-héros, parce que je pense qu'il aurait été absolument parfait là-dessus. Surtout que je me souviens qu'il avait fait un truc pas parfait, mais pas trop mal pour la Lanterne Verte. Mais voilà, je crois qu'il arrive au bout, en fait. Je crois qu'il arrive au bout, alors qu'il y en a un. C'est assez marrant parce que finalement, ils ont commencé à peu de choses près en même temps. Il y en a un qui, lui, s'éclate comme un damné, c'est Marco Beltrami. Ah, clairement. Et lui, il nous enchaîne. Alors là, il fait une pause, mais c'est pas plus mal parce qu'après Carrie, il valait mieux qu'il fasse une pause. Mais là, il nous a fait un été, mais de monstrueux, malade mental. Alors, il y a eu World War Z, mais il y a eu surtout Wolverine, et puis le transpersonnage, qui est magnifique. Oui, c'est clair. Non, c'est sur le transpersonnage, moi j'ai adoré le film, mais alors c'est vrai que la musique en plus, elle est formidable, quoi, sur les scènes en ralenti, là. Enfin, il y a une espèce de tension. Et... Ah non, mais il est en pleine forme. C'est pas lui qui avait travaillé aussi sur Kingdom of Heaven? Si. Ouais, ça aussi c'était super BO, ça, le film était petite gemme. Moi je trouve que c'est une petite gemme cachée de Ridley Scott, quoi.
Ah oui, surtout en version director's Alors il avait cut. bossé le uniquement sur la director's cut, musique ouais. additionnelle. Le score. Ouais, si parce que je ne oui, justement, m'abuse. je me souvenais plus qu'il avait vraiment bossé là-dessus ou pas. Donc c'est que musique additionnelle alors. Ouais, il me semble que Ok. le score est signé par James Newton Howard, je crois. D'accord. Mais Beltrami, oui, il avait fait des trucs avant vachement intéressants. C'est le petit compositeur discret, quoi. Le mec, c'est un peu comme Christopher Young, quoi. Sauf que Christopher Young, lui, a vraiment atteint un niveau sur certains scores qui est monstrueux. Malheureusement, le film n'a pas suivi. Je pense notamment à Bless the Child, qui est une merde absolument incommensurable, mais avec un score absolument magnifique. Mais voilà, ça fait partie de ces mecs-là, de temps en temps, ils nous sortent des trucs incroyables. Oui, pour en revenir à Kingdom of Heaven, c'est Harry Gregson Williams qui signe la BO. Alors qui lui est capable du meilleur comme du pire. Ouais, bah il y en a des comme ça. Mais il fait partie des bons. Il est très discret, Gregson Williams. On le voit pas beaucoup. Hmm. Je me souviens. Je crois que c'est lui qui avait fait le score de Captain Sky. Oui. Très très bien. Ouais, super. Là, il sort bientôt Winter's Tale avec Hans Zimmer. Hmm. D'ailleurs, je devrais faire la chronique normalement la semaine prochaine, qui est pas mal. Ouais. J'en ai Oui, pas puis plus. là, il avait travaillé sur Total Recall aussi. Aussi. Ouais, Donc, mais là c'était vraiment Jerry Goldsmith à voilà, l'avant là. exactement. Total. Alors du coup, Chef-d'œuvre, hein, de toute façon, cette bande originale Ouais. du monde de la culture du cinéma. Hein. Total Recall, c'est une BO très puissante, très forte, et qui, spécialement, je trouve, évoque parfaitement le thème de la science-fiction. Surtout, bien sûr, des années 80, pas dans un sens rétro, mais plus dans ce sens-là où dans les années 80, quand on faisait de la SF, le décor, l'arrière-plan était très important. Parce Bon, qu'il là, vous- fallait justement approfondir le personnage dans l'univers et le spectateur à comprendre tout ce qu'il y a autour de lui. Tu sais, il y avait un effort à mettre en plus. Aujourd'hui, la SF, elle peut être acceptée par le grand public, par tout le monde. Donc, il y a il y a moins de traitement à faire parce qu'on comprend tout de suite que c'est de la SF. Les années 80, il y avait un énorme boulot en plus dont la musique, la bande originale, justement, devait faire ce traitement, ce travail en plus. Et là, Jerry Goldsmith, c'était le mec à aller voir tout de suite, hein. Pas seulement à cause de son taf sur Star Trek, hein, mais sa façon. Bah surtout non, comment- pas seulement parce que. Ouais, pas seulement. Le mec, Mais il a œuvré pour la SF plus que ouais, n'importe qui. non, c'est ça que je dis justement. C'est pas à cause de Star Trek, mais c'est plus justement à sa maîtrise de l'univers de SF, de comprendre justement quelle composition et quel thème passer parfaitement pour un peu approfondir le spectateur dans l'univers. Mais je crois que c'est surtout, en fait, Goldsmith a compris très tôt, peut-être beaucoup plus tôt que n'importe qui d'autre, que tout son bagage de musique contemporaine allait l'aider justement à définir ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce que t'appelles par exemple de la musique de SF. Quand il a commencé à faire ces sons un peu bizarres, à passer les violons dans la reverb ou dans la Là, on est dans la musique expérimentale, mais ça, c'est On un est- truc, c'était très fort les années 80 aussi, hein, quand on regarde Tobe Hooper, qui lui adorait travailler son univers comme ça, il faisait lui-même ses bandes originales de films. Oui, mais Et- Goldsmith faisait déjà ça dès les années 70, même avant. Oui. Parce que tu prends la musique de la planète des singes, Oui. c'est totalement ça. Mm. Mais ça, c'était son bagage de musique contemporaine, quoi. C'était vraiment le mec. S'il avait pas fait de la musique de film, je pense que Goldsmith aurait été allé bosser à l'IRCAM, quoi. Bon, alors il y a un autre compositeur qui parfois fait des choses bien et parfois des choses pas bien. Et moi, je tenais à en parler, c'est Clint Mansell. Alors, Ouais. je sais que Shepard, que toi, tu aimes pas particulièrement parce que c'est un peu un adepte du Pro Tools aussi. Mais sur Moon, moi, j'ai trouvé que sa composition était vraiment géniale parce que ça allait bien en adéquation avec le film. C'est vrai que c'est sur de la répétition. Et là, on est clairement sur... Pas comme The Wrestler. Hein. Voilà, exactement. On est sur de la répétition. Par contre, là récemment, il a fait une BO, justement, d'ailleurs, on en parlait en introduction, c'était Filth, donc ce fameux film dont je vous ai parlé dans l'intro. Donc il est à l'originaire de la BO, et moi je trouve que sur cette BO-là, il est moins dans la répétition. Et il nous offre aussi, franchement, mais je vous le conseille vivement, de l'écouter, une reprise de Creep de Radiohead avec un chanteur qui s'appelle Coco Summer et qui est vraiment formidable. Mais vraiment, pour le coup, j'ai trouvé ça excellent. Voilà, donc Clint Mansell, je trouve qu'il nous offre des choses qui sont parfois très intéressantes. Voilà. Alors je sais pas, Shepard, qu'est-ce que toi tu lui Le reproches? gros problème que j'ai avec que Clint Mansell, c'est qu'il m'a ruiné The Black Swan.
mais d'une force. Son interprétation du Lac des Cygnes, mais c'est atroce, quoi. C'est différent. Il a filé un mal de crâne. C'est comment dire, non seulement différent, mais ça a vraiment un autre. C'est parti sur une autre base d'origine, quoi. Tu sens que le mec il visait quelque chose, et moi je me perdais un peu quand j'écoutais. Je comprenais pas tout à fait mais je crois quel type contemporain il voulait utiliser pour sa composition. Je crois qu'il a essayé de faire de la grande musique et que clairement il en est pas capable, quoi. Et en plus, il a les oreilles qui chauffent là. Quand tu vois sa direction, quand tu vois la direction qu'il a pris pour interpréter donc le Lac des Cygnes, mais c'est l'école typiquement américaine, c'est-à-dire plus ça fait de bruit, mieux c'est, quoi. C'est le Céline Dion du. Du Jésus. C'est insupportable. Ça a été évoqué. Je pensais qu'on allait subir le podcast sans Céline Dion du Titanic. En parlant de BO de film. Non, mais c'est même pas ça. C'est le côté j'en fous plein, quoi. Alors que savoir que juste le background, mais Cygnes, James Cameron ne voulait pas du tout ce morceau-là. Hein. Ouais, mais tu vois le Lac des Cygnes, typiquement, déjà c'est quand même relativement lourdingue. Alors faut pas en rajouter, quoi. Surtout ça. Pas, quoi. Ouais. Non, là c'est. Il envoie ça. C'est à fond la caisse. C'est horrible, quoi. Et alors du coup, moi je trouve Black ça va. Swan, j'ai pas du tout marché, mais rien qu'à cause de lui, quoi. Ça passe, moi je trouve. C'est juste que c'est un genre différent. Pour moi, c'est vraiment tu le dégustes d'une autre façon. Tu t'y attends pas. C'est comme tu te demandes qu'est-ce que c'est, où ça va. Mais ça m'a pas troublé au point où je me disais mais c'était raté, quoi. Bon. Et même ces trucs au piano, j'ai trouvé ça raté. Pour moi, il essayait de faire de la grande musique et boum, quoi. Ça passe pas. Ah bah, une prochaine fois peut-être. Bon, allez, on va terminer avec un Français qui Cocorico, qui nous a offert quand même beaucoup de BO vraiment sympathiques. Je pense, c'est bien sûr Alexandre Desplat, Desplat, autant pour moi. Desplat apparemment. Alexandre Desplat, et donc qui est très prolixe dernièrement, hein, puisque l'année dernière il nous a offert Zero Dark Thirty, Zulu, The Monuments Men. Donc bon, ça, voilà, il a Argo, c'est de... Oui, non, c'est l'année dernière. Ouais, c'est ça, c'était compositeur, et puis t'as aussi The King's Speech. Ouais. Donc il est très prolixe en ce moment, il enchaîne beaucoup. Vas-y, Shepard, je te laisse. Desplat, il a cet avantage et cet inconvénient de ne pas avoir de style. Alors limite, c'est quasiment le compositeur de musique de film parfait parce qu'il a pas de style, donc il peut s'adapter à tout et n'importe quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il change. Enfin, tu vois, c'est quasiment le seul compositeur aujourd'hui qui est capable de t'envoyer Zero Dark Thirty et Godzilla à un an de différence, quoi. Ouais. C'est quand même le mec tous azimuts avec un petit stop par Monuments Men, quoi. Enfin, voilà, c'est sans compter. Alors si tu vas pêcher avant, Fantastic Mr. Fox. Enfin voilà, quoi. C'est le mec qui peut composer totalement différent, tout azimut. Et chez Desplat, en fait, tout est affaire de direction. Si les directions prises est mauvaise, c'est pas le mec qui va dire non, il faut pas ça. C'est pas le gars qui va aller dire au prod non, c'est pas ça qu'il faut, je sais ce qu'il faut, il faut ça. Non, on va lui donner une direction et il va s'y engouffrer direct. Zero Dark Thirty, c'est assez typique, c'est-à-dire que la musique, par exemple, au début est pas mal, c'est très synthétique, c'est très limite m'a fait pas mal penser à ce qu'il avait fait sur Syriana. Et puis tout d'un coup, il nous balance Batman. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que vient, enfin, mais non. On se prend plutôt, c'est la baffe inattendue, quoi. Le bitch slapper. Pourquoi Batman? Et donc, ça n'a d'autant plus aucun rapport avec ce qu'il avait fait avant que ça vient clairement de l'extérieur, quoi. Et c'est genre, et là, il faudrait un truc genre Batman. Et Desplat, boum, paf, il fait Batman, quoi. C'est ce qu'on lui demande de faire, c'est ce qu'on lui demande de faire. Alors que sur Monuments Men, clairement, la direction a été Phénix Williams. Et pour ça, il est parfait. Parce Est-ce que tu trouves bon. que c'est un yes man de la bande originale? Je pense que, alors oui et non. C'est-à-dire qu'il fait pas suffisamment de blockbuster pour être complètement un yes man. Mais en revanche, il lui manque quelque chose pour être, et je crois qu'il lui manque un style, en fait. Il lui manque vraiment un style. Quand t'écoutes Philomena, c'est une musique très jolie. Le thème, il fonctionne, tout ça, machin, mais il y a rien qui accroche. Il y a rien qui va rester. Monuments Men, c'est réussi
parce qu'il est allé vraiment aller du côté de Williams, et donc du coup il s'est vraiment sorti les doigts du nez pour faire quelque chose. Alors c'est pas vraiment 1941, c'est moins enjoué que 1941, mais il y a quand même une grosse influence derrière. Et en plus, de temps en temps, il va faire, surtout dans un morceau, où il va faire une petite visite du côté de Henry Mancini, qui est magnifique. Et on sent qu'il possède ça. Henry Mancini, il possède tous les compositeurs. Le mec, il est capable de tout faire. Mais moi, j'attends le jour où il va nous faire du Desplat. J'ai envie qu'il nous fasse du Desplat. Et peut-être le seul moment où il en a fait, c'était à ses tout débuts, quand il bossait en France, et notamment le score malheureusement trop court, De battre mon cœur s'est arrêté. Ouais, De battre mon cœur s'est arrêté. La suite orchestrale qu'il avait fait pour De battre mon cœur s'est arrêté, qui est magnifique. Et c'est le seul moment où j'ai senti Alexandre Desplat faire de l'Alexandre Desplat. Ça, c'est toujours un peu l'aspect compliqué quand tu composes, quoi. Alors moi, je voulais juste dire un dernier mot rapide sur un jeune compositeur qui a travaillé pour l'instant que dans le monde du jeu vidéo, mais bon, jeu vidéo et cinéma, aujourd'hui, on peut dire que ça se rapproche quand même. Oui, tout à fait. Et alors, exactement. C'est Olivier de Rivière qui nous a offert une superbe BO sur le jeu vidéo Remember Me, que je vous conseille absolument d'écouter. Vous verrez, c'est vraiment formidable. Voilà. Donc, je sais pas si vous l'avez. Alors, je la connais pas, mais c'est vrai que sur le jeu, on a de temps en temps le droit à des trucs merveilleux, vraiment. Non, l'expérience du jeu était vraiment sympa avec la bande originale. Ouais. Il y a eu un boulot là-dessus. Mais tout le jeu était conçu de cette façon-là. Encore une fois, c'est un de ces jeux qui est traité d'une façon très 7e art. Donc ouais, c'est sûr qu'il fallait faire appel à un compositeur. Hein. Sur le jeu vidéo, oui, parce que moi je me souviens, il y a eu par exemple dans les années 90, peut-être début 2000, je me souviens plus, un jeu de stratégie, une ambiance steampunk qui était sorti, qui s'appelait Arcanum. Et la musique a été entièrement composée pour piano et quatuor. Oui. C'était un ovni, quoi, ce truc. Surtout qu'on était en plein milieu de la musique de jeu synthétique, pong-pong et shtong-shtong. Et le mec, il t'envoie un orchestre réduit et du piano. Et ben, mine de rien, ça a fonctionné, mais alors, du feu de Dieu. Du tonnerre, ouais. Ah ouais, non, c'est l'une des meilleures BO de jeu que je connais. Et de temps en temps, ouais, on a le droit à des trucs très très bien, notamment, je pense, alors j'ai oublié son nom, mais au type qui s'est tapé tous les Batman, qui a vraiment des choses à dire. Faudrait peut-être qu'il se décolle un petit peu de la licence Batman pour pouvoir faire autre chose, mais c'est pas inintéressant. Mais il y a des tas de gars, je pense là-dedans, et notamment aussi à Peter Clyde et Peter qui ont signé les musiques de Hitman Absolution. Et qui ont aussi signé la musique de ce chef-d'œuvre absolu qui est Valhalla Rising, où la musique est extraordinaire. Donc voilà, donc c'est des gens qui officient dans le jeu vidéo aussi bien que dans le film, et c'est très réussi à chaque fois. C'est toujours Jasper Kidd, moi, qui m'étonne dans le milieu du jeu vidéo. Il est bien lui aussi. Ouais. C'est la bande originale de Freedom Fighters, hein, et mais je sens que lui, il va pas tarder à passer le pas. C'est sûr. Pas qu'il le fasse. Ça sera quelque chose d'excellent et de parfait. Ça. Donc ouais, espérons que la musique de jeux vidéo soit autant reconnue que ce qu'elle est dans le cinéma, parce que c'est vrai qu'il y a quelques petites perles et ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais le souligner. Bon. Moi, je voulais juste partager un petit peu mon amour pour les bandes originales de John Carpenter. Je suis grand fan de musique synthétique, tout ce qui est New Wave Synth. Et j'adore ce que fait à chaque fois John Carpenter, qui soit en association avec ou en travail avec, comme Morricone pour The Thing, mais aussi juste Carpenter qui après fait les bandes originales de Halloween 2. Il me met toujours sur le cul, et je sais qu'il y a ce côté c'est rétro, c'est dégueulasse. Moi non, au contraire, je suis désolé, mais ça me titille les oreilles à chaque fois. Il y a quelque chose de très spécifique. Il y a rétro à la Tangerine Dream. Mais après, t'as le rétro synthé composé de... Et il y a rétro à la Carpenter, quoi. C'est t'as le New Wave, mais t'as aussi le Dark Wave de Carpenter qui est juste excellent, quoi. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, si tu es fan de John Carpenter, je te renvoie au dernier album de Fetus. Ouais. Où le mec reprend
le thème de Halloween d'une manière absolument rigolote. Ouais, on me l'a filé celui-là. Magnifique. Ouais. Très intéressant. Il y a aussi, pour ceux qui sont intéressés, il y a comment il s'appelle le label Sexy Sushi, je crois. Et, avec certains compositeurs qui ont fait des morceaux de Carpenter comme Christine en électro, donc il y a eu Christine, Escape from New York. Et je me souviens plus quel était le troisième. Big Trouble in Little China. Donc voilà, 3 morceaux qui ont été refaits en électro, et très très sympa, quoi. Il y a un très beau boulot, mais voilà, moi ça reste mon petit péché mignon, quoi. Les compositions de Carpenter, c'est toujours excellent à écouter. Ouais. Le souci, c'est que Carpenter, sur ses derniers films, en fait, il a mal vécu l'ère numérique. Bah, il Que ce essaye de soit s'adapter, l'antre de il la s'amuse. folie Moi, je pense que Ah oui, il s'amuse. je pense que ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a toujours aimé expérimenter. Mais c'est quand même vachement moins bien que ce qu'il faisait avant. Malheureusement. Ouais, il y a cette phase-là, en effet. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette nouvelle phase qu'il a. C'est moins bien, en effet. Mais c'est toujours aussi bon, je trouve. C'est peut-être pas aussi fort. Il y a quand même quelque chose de toujours très sympa et très intéressant à écouter. Mais c'est vrai que très difficile de le dépasser des BO comme Halloween 2 et New York 97, quoi. Où là, c'est le délice, quoi. Si je pouvais, moi, juste terminer, pour un gars dont on n'a pas parlé, mais qui, à mon avis, il faut suivre, et qui, en plus, fait partie d'une scène, alors qui est pas très nouvelle, mais qui commence à arriver dans la musique de film, et là, ça va être super intéressant si tout le monde s'y met. C'est Johan Johansson, qui a signé la bande originale de Prisoners. Ouais, oui. Oui, exact. Et qui, là, vient de sortir Mécanique, et qui est décidément un type vachement talentueux. Alors lui, il fait partie de la scène de tous ces compositeurs contemporains comme Ben Frost, j'ai pas de nom là qui me vient à l'esprit, mais ils sont quand même pas mal, et notamment aussi tous les jazzmen norvégiens et tout ça. Mm-hmm. Ils mélangent un petit peu le jazz à la musique liturgique. On sent les gars qui ont pris plein d'influences et qui les remettent comme ça dans leur musique. Mais surtout chez John Johansson, ce qui est vachement intéressant, en plus quand on écoute Prisoners et Mechanic, c'est qu'il s'intéresse à chaque fois à un point de détail. Alors j'ai pas vu Mechanic le film, mais je serais vachement curieux de le voir en connaissant la BO, sur quel point de détail il s'est intéressé, parce que clairement sur Prisoners, qui est une musique quasiment totalement d'inspiration liturgique, il a vraiment pris le point de détail, c'est-à-dire la présence de la religion dans le film, qui est pas tout le film, mais il a pris ce point de détail-là et il en a fait la musique du film. Et ça, c'est super intéressant comme démarche. C'est pas le premier à le faire, mais c'est très très intéressant comme démarche. Et pour Mécanique, pareil, il fait une espèce de BO en forme de carte à jouer. C'est-à-dire que ça commence, on a l'impression que ça se barre un petit peu n'importe où, et puis petit à petit, il recentre le tir pour nous balancer un thème, une espèce de riff qui tient sur 3 notes, mais qui est monstrueux. Et puis pour au final revenir sur les thèmes du début. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui sait parfaitement où il va. Et à mon avis, je pense que c'est quelqu'un vraiment à suivre. Voilà, c'était mon petit coup de cœur du moment. Bon, et bien écoutez, voilà les amis, cette émission touche à sa fin. Donc j'espère qu'on vous a donné l'envie d'écouter certaines œuvres des compositeurs dont on a parlé durant cette émission. Merci Shepard, donc on te retrouve sur le Daily Mars. Oui. Ouais, merci beaucoup, hein, un vrai plaisir. Lundi. Et toujours excellent quand on a quelqu'un du Daily Mars sur l'émission. Ouais, exactement. Et merci Xavier. Bah, avec plaisir, hein, merci à vous deux. Hein. C'est vraiment super, Shepard, Clément, un vrai plaisir. Merci à vous aussi. Et je voulais également remercier Cylon qui m'a filé un bon coup de main pour préparer cette émission. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À la prochaine, ciao. Bonne soirée, ciao. Ciao.